Et je laisse la parole à Eric Ellers concernant le schéma directeur de la chaleur urbaine à Paris. Et ensuite, Anne-Claire Boux pourra répondre. Merci, monsieur le maire et mes chers collègues, sur ce sujet majeur de notre réseau de chaleur urbaine à Paris que le monde entier nous envie. Et pour lequel, quand on regarde un petit peu les documents, on l'avait peut-être oublié, mais il fonctionne aussi au charbon. Donc ça, c'est une grande surprise d'avoir cette énergie fossile dans les deux sens du terme, qui est toujours utilisée à 11% quand même, et ce qui nous fait des énergies carbonées pour la moitié. Donc quand on parle d'environnement, effectivement, ça permet de valoriser les déchets, mais il reste encore beaucoup à faire. Alors, pour augmenter la part d'énergie renouvelable, on pourrait peut-être aller voir ce qu'il y a dans nos rues. Ça permettrait d'augmenter le gisement de déchets, ou ce que certains candidats aux méthodes également un peu fossiles laissent comme affiche sur les murs. Nous pourrions progresser, mais trêve de plaisanterie. Il y a de vrais enjeux sur ce développement de réseau, sur ce schéma directeur. Il y a un enjeu social. Quand on voit que le prix du gaz augmente dans la proportion qui nous a été indiquée, qui vient d'avoir lieu, c'est les ménages les plus modestes qui vont en pâtir. Et ce n'est pas le bouclier de M. Castex qui va y changer grand-chose. Donc, quand on sait que ce réseau de CPCU alimente un certain nombre de logements sociaux, c'est important d'avoir une énergie qu'on peut maîtriser davantage et dont on peut maîtriser l'évolution tarifaire. Il y a également un enjeu de compétitivité. Il y a quelques années, la France avait un avantage compétitif parce qu'elle avait elle avait de l'électricité en abondance et pas chère grâce au nucléaire. Et nos entreprises en profitaient, donc nos emplois, tout notre pays. Là, sur ce réseau, il y a beaucoup d'entreprises et surtout des grands ensembles, donc des hôpitaux, mais aussi des ensembles de bureaux qui sont raccordés à la CPCU. Donc, comment faire pour que cette compétitivité puisse être préservée à travers une maîtrise des tarifs? Ça, c'est le point suivant, les tarifs. Il m'est revenu que c'était relativement cher. Et là, malheureusement, le schéma directeur est assez muet sur cette dimension tarifaire, sur cette compétitivité par rapport aux autres sources d'énergie. Et donc, ce serait intéressant que vous puissiez nous apporter des éclaircissements, d'autant plus que vous voulez augmenter la part de clients de la CPCU. Alors, comment allez-vous l'augmenter? Est-ce que vous allez les contraindre à être accordés pour les nouveaux bâtiments, ou est-ce que c'est par l'attrait tarifaire? Il y a un point qui est absent, me semble-t-il, c'est les synergies qu'on peut avoir, alors vous me contredirez peut-être, mais avec le réseau Clim-Espace. Donc là, c'est l'inverse, c'est pas le chaud, c'est le froid. Mais comme vous le savez, pour faire du froid, on est obligé de faire du chaud. Et donc, est-ce qu'il n'y aurait pas une possibilité donc, que l'un alimente l'autre, et puis également dans le développement, que l'on puisse développer les deux. Si on doit faire de plusieurs kilomètres, dizaines de kilomètres de nouvelles canalisations, ce serait l'occasion de développer ce réseau Clim-Espace, sachant que la climatisation devient, pour les raisons qui sont d'ailleurs évoquées de réchauffement climatique, de canicule, un vrai sujet. Si l'on veut éviter la prolifération des climatisations individuelles qui sont les plus polluantes. Également, on parle de l'apport en biomasse. C'est bien puisqu'on traite, en effet, on commence à collecter de manière séparée les déchets verts. Mais ces déchets, contrairement aux sources d'alimentation actuelles de la CPCU qui se passe par des réseaux, là, ça passe par des transports. Donc ça veut dire qu'il faut avoir les transports qui vont amener aux centrales CPCU tous ces déchets verts. Et quand on sait qu'il y a beaucoup de voies ferrées, d'espaces ferroviaires qui ont été supprimés, comment va-t-on faire? Est-ce qu'on va les amener avec des camions? Donc, il y a également d'autres sujets sur également l'évolution de la participation de la ville dans la CPCU. Comment va-t-elle être? Et la gestion, est-ce que ça sera une mise en régie, un système intégré, etc. Donc pour toutes ces raisons, il nous semble que ce schéma n'est pas encore complètement abouti et nous voterons contre. Merci. Merci Monsieur Ellers. La parole est à Anne-Claire Boux. Merci Madame la Première Adjointe.
Déjà, je voudrais dire pour commencer que c'est dommage que vous votiez contre parce que cette délibération apporte un certain nombre de réponses positives sur lesquelles vous nous avez interpellés. D'une part, ce réseau de transformation, l'objectif, c'est d'augmenter le réseau d'eau chaude avec 206 km de réseau supplémentaire, d'augmenter en effet le nombre d'abonnés en essayant d'attendre plus 65% de nouveaux abonnés et de développer de nouvelles centrales complémentaires, notamment à partir d'énergies renouvelables. Donc, sur la première interpellation sur les énergies fossiles, en effet, l'objectif de cette délibération, c'est bien de baisser la part des énergies fossiles qui sont polluantes et qui ont un impact sur le climat, en créant à la fois ces nouvelles centrales d'énergie renouvelable pour pouvoir, en effet, sortir de cet approvisionnement d'énergie fossile. Donc ça, c'est un premier point qui va dans le sens de votre interpellation. Sur la question des prix, là encore, on le voit, le prix des énergies fossiles est extrêmement volatile et ça ne va pas s'améliorer puisque ces ressources sont finies et donc on va être de plus en plus dépendant avec plus d'offres, plus de demandes et moins d'offres, donc on va vers une augmentation des prix. Ce qui relie aussi la question, alors là on est sur un débat qui dépasse le 18e arrondissement et Paris, un débat global sur l'énergie, puisque sur la question du nucléaire, on le voit aujourd'hui, le nucléaire est 2 à 3 fois plus cher que la production des énergies renouvelables. Et j'anticipe un débat, non, on ne crée pas de nouvelles centrales thermiques ou fossiles quand on augmente la part des énergies renouvelables. Ça fait 30 ans qu'on augmente la part des énergies renouvelables en France et dans le même temps, on diminue les énergies fossiles et c'est vrai dans beaucoup d'autres pays, y compris en Allemagne, là encore. J'anticipe les faux débats sur l'Allemagne. L'Allemagne augmente la part des énergies renouvelables, sort du nucléaire et diminue la part des énergies fossiles dans son mix énergétique. Donc aujourd'hui, le meilleur service qu'on peut rendre aux habitantes et aux habitants en termes de prix, et je vous regarde, c'est fou, mais en plus, pour le coup, je suis ingénieure en énergie renouvelable. Alors, ça ne veut pas dire que j'ai la science infuse, mais j'ai quand même travaillé une dizaine d'années dans le secteur, ce qui me permet quand même de pouvoir avancer ces arguments. Donc, je reprends aujourd'hui le meilleur service qu'on puisse faire aux habitants et aux habitantes en termes de prix, c'est de sortir de ces énergies qui coûtent très cher. Je ne vais pas vous refaire les chiffres de l'EPR à Flamanville, on ne va pas refaire tout ce débat-là. Aujourd'hui, si on veut vraiment préserver le pouvoir d'achat, il faut aller vers ces énergies renouvelables et ça implique d'y aller pleinement parce qu'on ne peut pas garder aujourd'hui en France le fait d'essayer à la fois de faire du nucléaire, à la fois des énergies renouvelables. Non, ça a même été, je peux vous renvoyer aussi au rapport de RTE, du réseau de transport d'électricité, qui présente ces différents scénarios et les coûts associés. Sur la question de comment faire venir ces nouveaux abonnés, aujourd'hui, dans un certain nombre, d'ailleurs la majorité des projets urbains qui sont construits, la première option, c'est de les raccorder à ce réseau de chaleur, ce qui permet, là encore, de maîtriser les prix et d'augmenter la part de nouveaux abonnés. Ça a été fait il y a peu de temps sur la ZAC des Batignolles, où tous les logements sont raccordés à ce réseau de chaleur. L'objectif, en améliorant ce réseau de chaleur, c'est de pouvoir étendre à autre chose que ces projets urbains. Il faut savoir que la totalité des hôpitaux parisiens sont aujourd'hui raccordés à ce réseau, 40% des bâtiments tertiaires et plus de 500 000 logements. Donc c'est vraiment un réseau d'approvisionnement à grande échelle qui permet à la fois d'engager la transition énergétique, la transformation énergétique et aussi, comme je le disais, de préserver le pouvoir d'achat. Sur la question du réseau de froid, je vous rejoins et c'est aussi une des préoccupations de Dan Lert, l'adjoint en charge du plan climat au niveau de l'hôtel de ville qui pilote tous ces dossiers. Et il y a bien c'est pas dans cette délibération précisément, mais il y a bien le développement de ces réseaux de froid qui sont, et là encore je vous rejoins, indispensables plutôt que d'avoir des climatisations individuelles. Et le dernier sujet sur la participation de la ville, en ce moment, là encore, sous l'égide de Dan Lert, est pilotée une mission pour une préfiguration d'une SEM
d'électricité à Paris et la question de l'avenir de la CPCU et de comment de la participation de la ville sera débattue dans le cadre de la création de cette SEM qui a été actée et dont les contours sont en train d'être définis. Je pense avoir fait le tour de vos interpellations et je regrette encore une fois, mais vous pouvez peut-être changer d'avis suite à ces réponses et voter de façon favorable à cette délibération. Je vous remercie. Merci pour tous ces éléments. Je vais donc mettre aux voix la DVD 94, schéma directeur de la chaleur urbaine à Paris, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. Elle est adoptée.